Bonjour, je crois que nous avons tous le pouvoir d'agir sur notre santé. Je suis chirurgien et coach et j'aide les soignants à vivre leur réalité de soignant dans la sérénité et l'humanité. Dans ce podcast, je vais à la rencontre de soignés, mais aussi de soignants, pour qu'ensemble, nous fassions grandir la santé. Je m'appelle Marjorie Ghislain et voici mon podcast. Bonjour Elisabeth, je suis ravie de t'accueillir dans mon podcast. Comment vas-tu ? Eh bien, en pleine forme. Bonjour Marjorie. Avant de remonter le temps, si tu veux bien, est-ce que tu pourrais te présenter ? Oui, eh bien, aujourd'hui, je suis coach spécialisée en neurosciences, gestalt praticienne et art thérapeute corps et voix. Et j'accompagne des personnes qui en ont marre de subir leur vie, qui veulent se libérer d'un comportement d'addiction pour les aider à se créer une vie vibrante et libre en toute sérénité et liberté. Je rebondis sur le mot addiction parce que à la base, tu es médecin et plus précisément un médecin addictologue. Et tu as exercé cette spécialité pendant 16 ans. C'est quoi un médecin addictologue ? Pour moi, un médecin addictologue, c'est quelqu'un qui accompagne des gens à retrouver du pouvoir dans leur vie et à devenir autonome et libre par rapport à un comportement ou un produit. Voilà comment je définirais le médecin addictologue. Et d'ailleurs, quand j'ai fait mon DU d'addictologie, c'est ça qui m'a attirée. C'est cette phrase, rendre le pouvoir aux patients et les aider à trouver leur liberté. On nous avait présenté les choses comme ça et ça a vraiment résonné à l'intérieur de moi. Moi, j'ai fait mes études il y a quelques années, 35 ans à peu près, et je trouvais qu'il y avait, voilà, le médecin, c'était le sachant, celui qui avait le savoir et donc le pouvoir. Et ça me paraissait quelque chose qui était inajusté et moi qui avais un esprit rebelle, qui ait besoin de décider, de choisir par moi-même. Voilà, ça allait dans le sens de travailler accompagner quelqu'un en co-création avec lui et pour vraiment lui redonner du pouvoir dans sa vie. Et redonner du pouvoir et se libérer de quoi, plus précisément, pour que ça soit clair dans les esprits. Voilà. Alors, évidemment, on peut se dire qu'un médecin addictologue, il est confronté à l'alcool, au tabac, au cannabis, à toutes sortes de drogues. Et en réalité, ces produits, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Donc, même si, bien évidemment, on accompagne les personnes à se libérer du produit, surtout s'il a des conséquences négatives, et qui peut causer des pathologies, des conséquences familiales, enfin voilà, vraiment médico-psychosociales. En réalité, c'est vraiment se libérer de tout un tas de carcans qu'on peut s'imposer pour s'intégrer finalement dans la vie, pour plaire aux autres. Et finalement, on utilise un produit un peu comme un pansement, et un pansement qui a un effet pervers. Donc, on disait que tu étais auparavant, que tu avais exercé pendant 16 ans, parce qu'en fait, toi-même, tu es passé par des épisodes douloureux, puisque tu as fait 2 graves dépressions qui t'ont amené de l'autre côté de la barrière, puisque tu t'es retrouvé du médecin au patient hospitalisé. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette période ? Alors oui, même si je pense que pour parler de cette période, il y aurait besoin d'aller un peu au démarrage, prendre mieux comment je suis arrivée justement à une période douloureuse. Finalement, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu envie d'être médecin. Et puis, moi voilà, il y a 40 ans en arrière, c'était beaucoup moins féminin qu'aujourd'hui, la médecine. Moi, je voulais absolument être médecin. Pour moi, le médecin, c'était celui qui avait le pouvoir sur la maladie, parce que c'est lui qui faisait des ordonnances, des prescriptions, des diagnostics. Et donc, il y avait vraiment ce côté-là, déjà, pouvoir sur la maladie. Et certainement que ce n'est pas étranger au fait que ma mère est décédée quand j'avais 11 ans et qu'elle était épileptique. Et voilà, elle a fait une crise en pleine nature et elle est décédée comme ça. Et en plus, elle était dans le déni de sa maladie. Et pareil, à cette époque-là, les scanners n'existaient pas encore.
on soignait uniquement avec du Gardinal qui assommait. Enfin, il n'y avait pas encore vraiment la Dépakine. Voilà, c'était, j'allais dire, à l'ancienne, hein. Voilà. Mon histoire de vie n'est pas étrangère à mon choix, mais de manière inconsciente, j'ai une volonté de sauver les gens, même si très tôt, j'ai fait la différence entre soigner et guérir. Pour moi, on ne pouvait pas guérir, parce que guérir, c'est la personne guérit elle-même, et puis guérir, c'est revenir à un état antérieur identique, à avant. Et en Mhm. réalité, quand on est cassé au départ, enfin voilà, on peut que réparer ou soigner. Donc il y a Mhm. vraiment ce côté soin qui pour moi a toujours été très fort, plus que guérir. Et puis voilà, et en même temps, comme je suis une femme entière, passionnée, mais en fait, je donnais tout. Je donnais tout à mes patients, je donnais tout à mon mari, à mes enfants. Et donc, je ne me préoccupais que des autres. Et en même temps, je suis dans la plainte vis-à-vis de ma vie, en ne me sentant pas forcément heureuse, alors que j'avais réussi, j'avais un mari médecin comme moi, on avait 3 beaux enfants, je faisais de la musique, je chantais sur scène, j'étais dans plein d'associations. Voilà, et en fait, j'existais par l'autre, enfin, c'est comme ça que je le vois maintenant. Et je me préoccupais beaucoup des autres, de leur avis, et j'avais l'impression qu'il fallait que je corresponde à quelque chose pour leur plaire. Et puis en même temps, je me sentais insatisfaite. J'avais un grand vide à l'intérieur de moi et un grand manque. Mais à force de donner, 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 tout d'un seul coup, un matin, je me suis sentie dans l'incapacité d'aller travailler. Je ne pouvais plus aller travailler. Et d'ailleurs, pour vous dire au point où j'en étais, j'ai accepté l'arrêt maladie parce que je faisais du mauvais boulot avec mes patients. Et donc, ça, pour moi, c'était pas acceptable. Donc, Dire que tu faisais du mauvais boulot avec et tes ben, patients. c'est-à-dire que j'étais, bon, voilà, il y a une histoire de famille un peu compliquée. Mon fils, voilà, nos enfants, ils se trouvent toujours à nous stimuler par là où ça fait bien mal. Et donc, voilà, moi qui étais addictologue, j'avais un de mes fils, un de mes enfants, s'est trouvé pris dans des travers de drogue, de revente, de trafic. Donc j'étais mal, et puis ça arrivait à un moment dans ma vie où je commençais à être au bout du rouleau, donc ça a été un peu le déclencheur enfin voilà, d'une descente aux enfers. J'en parlais à mes patients qui eux-mêmes, étaient dans les drogues, dans les addictions. Et donc là, je me rendais bien compte que c'était pas du tout ajusté, et que finalement, j'étais dans une espèce de besoin de raconter des choses, d'aide moi aussi finalement par rapport à ça. Et donc ça, je me suis dit: «Non, là, tu fais plus du bon boulot, tu ne sers plus tes patients, et donc voilà, faut que tu arrêtes». Et donc je suis restée pendant une année entière, prostrée, avec plus d'élan. Mon mari partait, travailler, il me retrouvait le soir sur le canapé, toujours, amorphe. À cette époque-là, j'ai même été hospitalisée en soins psychiatriques, et où à Mhm. me retrouver moi-même à devoir avaler le traitement devant l'infirmière au cas où je l'aurais pas pris et que je serais en train de gruger. Enfin, ça, voilà, il y a eu des choses quand même, de se retrouver de l'autre côté en tant que malade, Mhm. démunie, et voilà, confrontée à un système qui est à la fois aidant et qui est soutenant, et en même temps qui a des côtés très inhumains et très humiliants. Voilà, une expérience, je dirais, riche en tout cas. Et puis il y a un moment, je me suis à nouveau sentie, je sentais que j'avais besoin de travailler, j'ai remonté un peu la pente. Et puis je suis retournée travailler, et puis quelque part, je suis repartie comme en 40, quoi. J'ai continué un peu à faire de la même chose qu'avant, comme si je n'avais pas retenu la leçon. Voilà, donc en fait, ce que j'ai appris de cette période, c'est que finalement, j'avais fait, voilà, une dépression majeure. La leçon que j'ai retenue, c'est qu'à un moment, mon corps pouvait me lâcher. Voilà, parce que Mhm. le corps pouvait me lâcher, et mon corps, quand je dis mon corps, c'est aussi mon psychisme. Parce que moi, voilà, on me voyait beaucoup, on me disait, t'es forte, t'es forte. Et donc, quand j'ai commencé à dire, j'en peux plus, j'ai envie que tout s'arrête, c'est compliqué pour moi, euh, on me renvoyait, mais non, t'es forte, tu vas t'en sortir, ça va aller. Et en fait, à un moment, ben non, j'ai vraiment touché du doigt qu'il y a vraiment un moment où, non, il y a une limite. Voilà. Et ça, je pense que c'est une phrase qu'on entend souvent. Certaines personnes expriment qu'elles sont au bout du rouleau et qu'on leur dit: «T'es forte, ça va aller, Ah, serre les dents, ouais. tu vas y arriver». Et que j'ai pu moi-même dire,
d'autres et que je ne dis plus, bien sûr. Au contraire. Et que les patients aussi, souvent en addictologie, ils arrivaient, non, non, je vais pas faire un sevrage hospitalisé pendant 3 mois, mais c'est pas le moment, mais j'ai besoin de travailler. Enfin, voilà, tous les arguments qu'on Je peut. vais y arriver tout seul. Voilà, et donc en même temps, oui, après, il y a eu mon expérience de vie m'a aidée aussi à accompagner des patients et à leur dire, vous savez, c'est une réalité qu'à un moment, ça peut s'arrêter et que finalement, il vaut mieux choisir le moment où ça s'arrête que le subir. Mais après, bon, on fait comme on peut. Tu disais aussi que tu avais eu l'impression que le système de santé t'en demandait trop, beaucoup plus que tu pouvais en donner. Oui, alors ça, c'est arrivé comment dans un deuxième temps. Oui, donc je suis revenue au travail, motivée, et puis j'aime mon travail, j'aimais enfin, beaucoup mes collègues, et il y avait un bon esprit d'équipe dans notre structure. Le travail me portait, puis il y a quand même ce besoin qu'on a de l'être humain de se sentir utile, de faire un métier qui fasse sens. Et donc d'accompagner des gens qui après se sentent mieux, libèrent des choses, réussissent, voilà, c'est gratifiant. Et puis j'avais quand même toujours ce besoin de, j'allais dire, ce syndrome de la sauveuse où je me sentais indispensable partout. Voilà. Et donc dans notre structure, on a changé de directeur. Enfin, notre directeur est parti en retraite et on a eu tout un temps de vacances, si je puis dire, où ce n'était pas des vacances, justement, parce qu'on avait une directrice par intérim qui était là une semaine par mois. Et puis après, il a manqué de médecins. Donc, moi, j'étais là depuis plusieurs années. Donc, je me suis vraiment investie et j'ai donné à fond pour l'entreprise où je travaillais et mon métier. Donc, j'ai fait des heures supplémentaires. Je suis partie faire des consultations à différents endroits pour remplacer une des collègues qui n'était pas là. Je me suis investie, on avait un audit externe, il fallait faire tout un tas d'administratifs, de papiers, et voilà. Et donc il m'est arrivé de manger en consultation devant mes patients. Même pire, c'était une patiente qui m'avait amené de quoi manger. Où je ne mangeais pas, je n'allais pas aux toilettes. Je ne prenais pas le temps d'aller aux toilettes. Je sortais de consultation et en fait, il y avait la secrétaire qui me disait, il faut que tu rappelles la pharmacie, il y a un problème avec un tel, ou tu dois faire un bon transport, tu dois gérer telle situation. Et finalement, je ne prenais plus de temps pour prendre soin de moi. Et puis, il y a une nouvelle directrice qui est arrivée. Et en réalité, ce qu'elle m'a renvoyé, c'était que finalement, c'est moi qui faisais du mauvais travail. Et la situation dans laquelle j'étais, enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, hein, et que la situation dans laquelle j'étais, j'étais la seule responsable. Mes heures supplémentaires n'ont jamais été payées ni rattrapées en vacances. Enfin, voilà, tout on nous demandait de rendre des comptes sur ce qu'on faisait. C'est très chronophage. Et de faire du chiffre. On nous demandait de faire du chiffre, c'est-à-dire, on nous demandait par exemple le nombre, ce qui était aberrant, le nombre de sevrages qu'on pouvait faire. En fait, les critères, il fallait voir tant de personnes, tant de nouvelles personnes par an. Finalement, moi, j'avais l'impression que ce qu'on faisait avec les personnes, si elles allaient mieux ou pas, mais en fait, ça n'avait pas d'importance. Ce qu'il fallait, c'était voir des nouvelles personnes pour avoir un chiffre à présenter aux financeurs en disant on a accompagné tant de personnes, mais la manière dont on les accompagnait, le résultat derrière, voilà, parce qu'on sait qu'il y a des rechutes, bon, et pas très heureux, mais c'est comme ça quand même, hein. Et que finalement, le nombre de sevrages, c'est pas forcément un critère. Du soin n'avait pas d'importance, c'était Voilà. les chiffres et la Voilà. rentabilité Et qui. comme il fallait voir le plus de monde possible, rester 1 heure avec certaines personnes, c'était trop aux yeux de. Elle me disait, mais non, vous n'êtes pas psychiatre. Voilà, et finalement, je me suis retrouvée à avoir l'impression qu'on voulait juste me faire prescrire des ordonnances de médicaments, des bons de transport et des bilans biologiques. Je dis, non, moi, c'est pas le métier que j'ai choisi, c'est un métier où on est vraiment dans la relation d'aide, où il y a d'ailleurs, c'est pour ça que je suis restée dans ce que je faisais, hein. On renforce la motivation, donc ça, c'est du coaching. On renforce la motivation à l'arrêt et puis on essaye de libérer les freins. Et là, on va plutôt dans le côté thérapeutique. Voilà, et moi, c'était toute cette richesse et cette diversité qui me plaisait, avec le travail en équipe. Je me sentais en souffrance dans ce système.
puisque voilà, j'avais l'impression qu'on me demandait de privilégier la quantité à la qualité. Et, et ça, c'était compliqué pour moi et je me sentais coincée parce que je voulais aussi faire du bon travail avec mes patients et mes collègues et pas quelque chose de surfait. Et donc voilà, je me sentais dans une équation impossible à résoudre. J'ai à nouveau senti en difficulté, me rendre compte que je m'occupais trop des autres et pas assez de moi. Puis j'ai déclenché un diabète, donc je me suis dit attention là, ça faisait plusieurs années que ça me pendait au nez, mais voilà. Donc là, cette fois-ci, pour la deuxième fois, j'ai choisi moi-même de m'arrêter pour moi. Il y avait un progrès pour prendre soin de moi. Par contre, ben voilà, j'avais choisi de faire un séjour en SSR de diabéto et donc j'avais tout bien organisé à l'avance. J'avais pris pour que j'ai suffisamment le temps de voir les patients avant, après. Enfin voilà, j'avais à nouveau quand même pris soin. Je ne faisais pas de moi la priorité alors que j'étais vraiment. Pour vous dire dans quel état j'étais, j'allais au travail, il y avait que mon travail. Tout le reste, je ne l'assurais pas. Des fois, j'en étais même au point de plus prendre soin de moi. C'était compliqué pour moi de me doucher, de laver mes affaires. Il y avait vraiment une négligence Complète de ta personne. de mon Ouais, corps. Et de ton c'était tout pour les autres. Et là, c'est vraiment moi qui ai fait le choix. Et puis finalement, même un mois avant le séjour en SSR de diabéto, j'ai dit non, mais là, j'en peux plus. Je suis allée voir ma médecin traitant et je lui ai dit: «Je suis au bout du rouleau là, ça va plus du tout là, je fais n'importe quoi avec moi-même». Et donc là, après, elle m'a arrêtée et pendant un mois, j'ai vraiment, pris soin de moi, moralement, j'allais dire. J'ai écouté des tonnes et des tonnes de comment enfin, j'ai regardé plein de vidéos. Alors c'était plus en lien avec le développement personnel, mais ça venait vraiment, oui, connecter avec ce que j'étais en train de vivre et où je me souviens d'avoir écouté, alors à l'époque elle s'appelait Isabelle Padovani, c'était quand tu n'as plus la force de danser avec l'autre et le courage de marcher vers toi. Et le deuxième jour de mon arrêt, je suis tombée sur cette conférence. Et donc vraiment, ça m'a... Voilà, il y avait un sommet, donc j'ai tout suivi pendant un mois, je me suis nourrie de belles, enfin voilà, de choses qui m'ont éveillé l'esprit ou qui m'ont remonté le moral. Et puis après, pendant un mois, j'ai été, voilà, beaucoup de natation, d'apprentissage, d'éducation thérapeutique aux patients. Voilà, donc ça, pareil, à nouveau, me retrouver en tant que soignante, ben voilà, de me retrouver aussi ben, du côté patient et de se rendre compte de ce que ça fait. Mais c'était là, pour qu'on comprenne bien, donc là, c'est toi qui recevais l'éducation thérapeutique, c'est oui, ça? c'est ça, exactement. Et, J'ai aimé la manière dont c'était fait, dont c'était abordé. Et ça d'accord. j'ai aimé ça parce que c'était dans mon... Donc, c'est toi qui t'es retrouvée en tant que patiente d'addictologie. ou de diabétologie, mais en fait, Ah oui, non, parce que tu as dit moi, addictologie, j'avais c'est du ça. diabète parce que j'étais en surpoids et que finalement, moi, mon addiction, elle est à la nourriture. Voilà, d'accord. Voilà. Enfin, depuis toujours, j'ai eu un rapport à la nourriture où la nourriture, c'était un moyen de combler quelque chose, Hmm. ce vide, ce manque, de gérer mes émotions. Donc, c'est pour ça aussi que je comprenais aussi les patients en addicto parce que derrière un produit, ben, en fait, il y avait les mêmes mécanismes. Et donc, voilà, pour chaque personne, c'est différent, chacun a son histoire, ses raisons, mais il y avait, en tout cas, au niveau de la compréhension, de l'empathie, oui, j'avais quelque chose dans mon histoire et que j'avais quand même déjà, auquel je m'étais déjà confrontée quand même. J'avais déjà été accompagnée, fait des démarches. Tu disais qu'en fait, cette maladie, elle a été une véritable chance pour toi. Oui, 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 même si au moment où j'y étais, je ne pensais pas ça du tout. Mais vraiment, comment parce que j'ai vraiment touché le fond du puits, hein, le fond du trou et avec des idées suicidaires, des envies de mourir. Surtout qu'en plus, il s'est rajouté un événement qui a bien c'est qu'au moment où je recommençais à monter la pente, à me dire: je vais faire un peu différemment dans ma vie, ça y est, voilà. Je vais aborder autrement mon travail. Là, mon ex-mari a choisi de me quitter l'année de nos 25 ans de mariage. Et là, vraiment, j'ai à nouveau eu l'impression que tout s'écroulait et que
que finalement, il restait plus rien. Même plus mon travail puisque j'étais en arrêt, même plus ma famille, mes enfants étaient en âge de partir de la maison. Donc je me suis retrouvée complètement seule, plus de vie sociale, vraiment un moment où j'ai touché le fond et je me disais mais enfin, ça sert plus à rien de vivre. De toute façon, en plus j'ai déjà tout connu, l'amour, les enfants, un travail qui me plaît. Donc qu'est-ce que la vie peut m'apporter d'autre, quoi. Je pense que c'était ça la grande chance et la leçon, c'est que ben, justement je disais avant, je vivais en m'appuyant sur l'extérieur. Mes piliers étaient à l'extérieur de moi. Et en fait, tous mes piliers se sont effondrés. Et finalement, ben, j'ai découvert que il y avait des piliers à l'intérieur de moi. Et aujourd'hui, je m'appuie sur ce que j'ai pu aussi reconstruire à l'intérieur de moi, qui était abîmé, cassé par mon histoire de vie, par tout un tas de choses. Et que là, la force que j'ai maintenant, elle repose essentiellement sur moi. Après, avec ma capacité de demander de l'aide, de me faire accompagner. Mais maintenant, je me dis, il n'y a plus rien qui peut se passer à l'extérieur et qui peut me déstabiliser au point où j'ai été déstabilisée. Magnifique. Je te remercie beaucoup pour ce partage. Si tu es d'accord, j'ai envie de finir par 3 petites questions. La première, ça serait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire tout particulièrement? Vraiment rendre hommage, c'est Christine Levicki, qui était directrice des ressources humaines et puis qui a écrit un livre, J'arrête de râler, et puis qui accompagne des milliers de femmes. Et vraiment, Christine, elle a été mon inspiratrice et celle qui m'a permis d'oser, parce qu'elle dit oser être brillante, oser montrer sa lumière. Et puis voilà, j'ai fait plusieurs parcours avec elle. Elle a écrit un livre sur Wake Up et être soi. Enfin, et donc j'ai fait tout ça. Et donc vraiment, oui, Christine Levicki a été une grande inspiratrice de mon chemin. Est-ce que tu as des projets pour les mois à venir? Oui, alors mon projet, c'est de continuer ma reconversion, elle est pas encore complètement épanouie, ma reconversion professionnelle. Et donc, ben, voilà, avant j'étais salariée et aujourd'hui j'apprends à être entrepreneuse. J'ai choisi, pour le moment en tout cas, d'arrêter d'être médecin et je ne suis plus inscrite à l'ordre des médecins parce que c'était pour moi trop compliqué. Et donc, l'idée, c'est de continuer d'accompagner des gens au mieux-être, libérés de tout un tas de carcans qui les empêchent d'être heureux et qui les font tomber ben, dans les travers de l'addiction. Mais voilà, en étant ben, coach, gestalt thérapeute et art thérapeute. Voilà. Je suis en train de me faire connaître et, et voilà, de susciter des clients que j'aurai grand plaisir à accompagner. Parce que voilà, ça m'a toujours passionnée, l'humain et les relations humaines. Et quel message donc tu as envie de nous laisser, de laisser aux auditeurs? Alors, je ne sais pas qui va écouter, mais voilà, c'est surtout aux soignants que j'ai envie vraiment de transmettre ce message, c'est que voilà, et on a choisi un beau métier, puis dans les patients aussi, on a choisi un beau métier et c'est beau d'avoir l'élan, d'aider l'autre, de le tirer vers le haut. Mais voilà, c'est un métier où on peut s'épuiser si on le fait pas de la juste manière. Le risque, c'est justement de s'oublier et que c'est important de prendre soin de soi. Et finalement, ça change aussi la donne parce que maintenant, quand j'accompagne quelqu'un, je ne suis plus là pour combler ses manques, mais en fait, pour l'aider à lui-même trouver sa force à l'intérieur de lui. Et c'est un peu l'image. Avant, je donnais à manger aux gens et maintenant, je leur apprends à pêcher ou je leur apprends à cultiver leur nourriture. Magnifique. Donc, puis ça donne des résultats durables. Eh bien, merci beaucoup pour tous ces partages, Elisabeth. Et effectivement, on se guérit soi-même. Pas forcément tout seul, mais en fait, on est le maître d'œuvre, on est le capitaine du bateau et l'intelligence de s'appuyer sur d'autres. Mais au final, oui, on est le chef. Le chef. On est le chef. Le chef à la barre. Voilà, c'est ça. Voilà. Eh bien, merci. Merci Marjorie, en tout cas, de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur un sujet qui me tient à cœur.
J'espère que tu as aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonne-toi pour que je puisse te partager d'autres rencontres. Laisse-moi un 5 étoiles, ça me ferait vraiment plaisir. Et si tu as envie toi aussi de partager ton histoire et de témoigner sur ce podcast, envoie-moi un message via Facebook ou LinkedIn et je te dis à bientôt.